C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Voici les grands titres. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Les choses se précisent et l'attention reste fixée pour le 26 juin prochain. L'accord entre Kinshasa et Kigali est en gestation. La partie rwandaise rejette les interprétations selon lesquelles un accord préliminaire aurait été signé à cette date et précise également qu'un deuxième accord ne sera jamais signé le 26 juin, contrairement à ce qu'indiquent certains médias. D'après la porte-parole du chef de l'État, une intégration conditionnelle uniquement sur base du PDDRCS reflète la position de la RDC sur le respect du processus de Nairobi. Restriction des voyages aux États-Unis, Kinshasa discute avec Washington pour maintenir la libre circulation des Congolais. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines afin de clarifier les termes de cette annonce et de limiter les éventuelles répercussions. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ce plateau, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi. À l'issue de cette audience, le chef de l'exécutif provincial a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail de forces de sécurité. Les détails avec la presse présidentielle. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud-Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud-Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'était pas du tout violent. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyé par le Rwanda et leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces,
eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Pourouzi a appelé la population du Sud-Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud-Kivu. C'est lors d'un point de presse tenu ce vendredi 20 juin 2025 dans la salle de l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu que Ghislain Mwangi, ancien président du conseil politique national du parti Alliance pour le changement, a solennellement annoncé sa démission et a adhéré à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi pour un bloc compact afin de sauver le pays. Bosco Kabomba et Jérôme Musolo étaient témoins de l'événement. Ghislain Mwangi, ancien bras droit de l'opposant Jean-Marc Kabunda a décidé de quitter ces derniers pour ses propres convictions en créant un nouveau courant progressiste avancé pour un Congo émergent. Au cours d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi, Ghislain Mwangi a condamné les comportements de certains hommes politiques congolais en ces termes. Je suis au regret de vous témoigner par mon expérience que certains acteurs politiques égotistes en ont fait un recours aux antivaleurs, aux mensonges d'État, aux invectives, à la haine, à la belligérance, mais pire encore, au commerce de suffrage sur fond de souffrance de notre peuple. À l'appel lancé par le président Félix Tshisekedi pour l'unité nationale, Ghislain Mwangi s'inscrit dans cette optique avec cette responsabilité. J'accueille avec responsabilité le récent appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des consultations en vue de la mobilisation nationale contre les ennemis de notre pays, aussi qu'à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cet appel avait traduit, en plus de son patriotisme, une volonté d'unir les acteurs politiques au-delà des clivages pour affronter ensemble la crise et y mettre fin définitivement. Séance tenante, Mwangi a exprimé le vœu de rencontrer les chefs de l'État. Ayant raté les récentes consultations initiées par le président de la République, qu'avait animé son conseil spécial en charge de la sécurité, j'exprime le vœu de rencontrer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui présenter la feuille de route de notre organisation. Il faudrait noter que Ghislain Mwangi soutient les camps de la patrie conduits par Martin Fayoulou et appelle les compatriotes congolais à former un bloc national pour sauver le Congo face à toute force négative, quelle que soit sa provenance. Dans un autre chapitre, l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, les équipes techniques de deux pays ont paraphé depuis mercredi 18 juin 2025 les textes en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Kerr. Mais les contenus de cet accord, qui sera signé le 27 juin prochain, est contesté par plusieurs Congolais, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui avance ses raisons. Dans ce commentaire, vous allez suivre les détails dans ce commentaire de Jude Kalumbo rendu par Audrey Gozene. Mercredi 18 juin, deux experts congolais et rwandais réunis à Washington aux États-Unis ont paraphé un accord préliminaire de paix censé tourner la page de décennies d'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Fruit de 3 jours d'intenses discussions, le texte préparatoire jette le base d'un futur document global. Il attend maintenant la validation politique des ministres des Affaires étrangères de deux pays, prévue le 27 juin. Toujours dans la capitale fédérale américaine, précisent les tri-hebdomadaires. Malgré ces avancées sur le terrain, la question ne trouve pas l'unanimité. Si les uns saluent la victoire diplomatique de la partie congolaise, il n'est pas question pour les autres. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege s'est montré dans un communiqué critique et sceptique par la démarche entreprise par l'administration Trump dans la résolution de la crise dans la région de Grand Lac. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 s'est réservé face à l'approche bilatérale privilégiée par la diplomatie américaine face à une crise dont la dimension est largement régionale. Avec la présence de diverses armées étrangères, dont celle de l'Ouganda et Burundi, est entretenue par deux intérêts géostratégiques qui touchent au fonctionnement de l'économie mondiale.
Pour Mukwege, le chemin de la paix dans la région de Grand Lac est possible, si et seulement si les efforts en cours sont animés par la volonté politique de dirigeants de la région et de la bonne foi de toutes les parties impliquées dans la recherche d'une sortie de crise durable qui ne pourra pas faire l'économie de la justice. Ici est de noter qu'avec cet accord, le compte à rebours est lancé pour l'AFC M23 et ses commanditaires. Il scelle le chèque de toutes les manœuvres qui visaient à faire échouer ces processus. Pour Kinshasa, c'est une victoire diplomatique décisive et pour Corneille Nangaa et ses hommes, le piège se referme. Comme annoncé dans les sommaires, face à l'annonce américaine d'éventuelles restrictions des visas visant 36 pays dont la République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont entamé des discussions avec l'ambassadrice américaine à Kinshasa, Lucie Tamlin, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Chabani Luku, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ont réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer la coopération avec les États-Unis sur les questions des mobilités internationales, des sécurités documentaires et de la gestion migratoire. Les échanges ont permis de souligner l'engagement de la RDC à améliorer la fiabilité de ces documents de voyage, à assurer un meilleur partage d'informations et à renforcer la collaboration entre services compétents. Les deux parties se sont engagées à maintenir un dialogue étroit dans les semaines à venir afin de clarifier les termes de la mesure annoncée par Washington et d'en limiter les conséquences éventuelles pour les ressortissants congolais. Dans une causerie morale ce vendredi 20 juin 2025 au Stade des Martyrs avec la Task Force et quelques unités de la police et de l'armée, le commandant de la 14e région militaire, le général-major Kizimon Bouyou, a appelé ces éléments au sens plus élevé du patriotisme. Stasien Bouyou s'est étonné de voir l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, s'est transformé en ennemi de la République aux côtés du Rwanda. Israël Tumba et Rouble Bamba étaient témoins de l'événement. Dans une causerie morale aux troupes mixtes réunies lors de cette parade spéciale, les commandants de la 14e région militaire et commandant de la Task Force, le général-major Bouyou Stazin, a rappelé le serment des militaires ne jamais trahir le Congo. Le général-major a appelé les militaires au patriotisme qui est un serment tout en s'indignant de la trahison présente au sein de l'armée congolaise orchestrée par des traîtres qui s'y trouvent. En brossant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le général-major s'étonne de voir l'ancien président de la République qui a dirigé le pays pendant 18 ans s'allier avec le Rwanda pour combattre son propre pays. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazotrahir mboka na bango. Bana mboka okokuta colonel m'a recruté hier à combien de gens à renseigner à Rwanda. Okokuta soldat a commis agent à renseigner à Mongula. Mais plus grave la ndeko. Na mokonzi akambi biso 18 ans. Azotinda biso tokende kobunda na Rwanda. 18 ans. Yepe a commis côté kaka ya Rwanda. Ezali somo. Ekosila. Mboka ezali ya Rwanda te, mboka ezali ya Congolais. Biso pe tokotika te parce que bakoko na biso atikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Revenant sur la situation de la ville de Kinshasa et la présence des policiers sous le commandement du général Israël Kantou, le général-major regrette les nombreux cas de braquage opérés par les bandits armés. Il s'interroge sur l'origine de ces armes utilisées par ces personnes. D'où tirent-ils ces armes si cela ne provient pas de nous? Il a formulé plusieurs recommandations, notamment la dénonciation des infiltrés. Et là, policiers, soldats, il faut y avoir que sécurité à Kinshasa ezali yo telemi awa. Mais ceux qui sont candidats, braqueurs, bandits, bazotanga basoda. Soit basoda bapesi minduki, soit basoda ne bazofavoriser biloko nyonso.
Il a insisté sur la loyauté envers la nation et le président de la République en cette période. Le défilé militaire et policier a clôturé cette manifestation. Rendons-nous dans la partie orientale du pays où les forces armées de la RDC ont mis en place un bouclier infranchissable à la frontière sud-soudano-ougando-congolaise. Cela permet de consolider les acquis de la paix et d'assurer la sécurité le long de la frontière avec ces deux pays voisins. Cette situation a même favorisé la scolarisation de certains enfants sud-soudanais sur le sol congolais. Les détails avec la presse militaire. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des militaires FARDC déployés à Kengezi-Bazo, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, deux maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes. Ozali awa c'est pour la défense en mboka na biso. Présence na bino et protéger des gens de mine. Avant nabima tozaki na gouverneur na biso ya province et puis commandant des opérations. Aibsinga général tourné. Sala musala kendo contrôler partout aux sa discipline. Ma tracasserie ça est belé. Na lingi ko ka tracasserie. Tokan pour que Moussa Netambola bien c'est la discipline. Commandant Nayo, après sur Mibeko, Kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état des sièges à Ituri sous le leadership du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie des Kakwa en territoire d'Aro. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules des Odumoni à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période. Information en bref, une réunion conjointe de 3 jours entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais UPDF s'est ouverte à Kinshasa. D'après certaines sources militaires, le travail porte sur la révision du protocole d'accord encadrant les opérations militaires conjointes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans les cadres de la lutte contre les forces démocratiques alliées ADF. Les experts de deux armées examinent les arrangements techniques existants et doivent finaliser un rapport qui sera signé samedi. Il s'agit de la première rencontre entre le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et le général Muhoozi Kainerugaba, commandant de l'UPDF et fils du président ougandais Yoweri Museveni, arrivé à Kinshasa dans le cadre de l'évaluation de l'opération Shuja. Les discussions abordent également la nécessité de réhabiliter et poursuivre la construction de la route Kasindi-Beni-Kisangani. Lancée le 30 novembre 2021, l'opération Shuja est une initiative militaire conjointe des forces armées de la RDC et de l'UPDF visant à neutraliser les ADF, un groupe accusé des massacres des civils en RDC et d'attentats en Ouganda. Plusieurs bastions des ADF ont été démantelés depuis le lancement de l'opération, notamment entre les villages des 47 et Kota Okola, près des Manov. Le monde célèbre la journée mondiale des réfugiés ce 20 juin 2025. Placée sous le signe de la solidarité, cette journée vise à
rendre hommage aux millions de personnes contraintes de fuir leur pays d'origine à cause de guerres, des persécutions ou de l'insécurité. Davina Chimanga nous propose un récit poignant autour de cette journée des mémoires, des mobilisations et d'espoir. Depuis 2001, le 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés instaurée pour rendre hommage aux personnes contraintes de fuir leur lieu de vie à cause des conflits, des persécutions ou des violences. Le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter au fil des années. Pour l'an 2025, cette journée est placée sous les signes de la solidarité afin d'inciter la communauté internationale à aller au-delà de déclarations et à adopter des mesures concrètes pour soutenir ceux qui fuient. Chaque minute, 20 personnes abandonnent tout pour échapper à la guerre, à la terreur ou à la persécution. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, un réfugié est une personne qui, craignant à juste titre d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, est obligé de quitter son pays. Malheureusement, les financements des ONG qui viennent en aide aux réfugiés connaissent une baisse significative. Handicap International souligne que les contributions diminuent d'année en année. Les États-Unis, qui représentent à eux seuls environ 45% de l'aide humanitaire mondiale, lorsqu'ils réduisent leurs appuis, créent un manque considérable. En 2025, plusieurs conflits nourrissent ces statistiques alarmantes. La guerre dans l'est de la RDC attribuée au Rwanda, les conflits russo-ukrainiens, la guerre entre l'Iran et l'Israël, la crise syrienne, entre autres. Partout, des populations fuient pour sauver leur vie. Face à ce record mondial de 120 millions de réfugiés jamais atteints auparavant, la paix demeure la seule voie durable pour garantir la survie des populations affectées. Nous sommes dans la capitale Kinshasa où les habitants de la commune d'Ingaliema au quartier Bumba sont secoués par une grande tête d'érosion qui ne cesse de progresser et causant à ces jours d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Ils lancent un cri d'alarme à l'autorité urbaine. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïmé ont fait ces constats. Des traces sont visibles. Des maisons ont été entièrement emportées et il y a eu de pertes en vies humaines. Voilà ce que l'on peut illustrer comme réalité au quartier Bumba dans la commune d'Ingaliema. Cette érosion existe depuis plusieurs années et continue à causer d'énormes dégâts. Les habitants de ces quartiers ne savent plus à quel sens se vouer face aux dangers qui les guettent. Nous avons enregistré de morts dans ces quartiers. D'ailleurs, une famille a perdu 3 enfants en une seule nuit. On se demande, où est passé notre État? Que fait-il pour nous? Nous sommes complètement abandonnés. C'est inacceptable que nous continuions à vivre dans ces souffrances. Beaucoup de gens ont été contraints de quitter le lieu à cause de cette érosion. J'en appelle à la conscience des députés, candidats qui nous avaient promis monts et merveilles durant la campagne électorale. Je pense notamment au gouverneur Bumba et à notre frère Eliezer, qui ont été élus en Ngaliema. Mais depuis, ils ne reviennent plus vers leurs électeurs. Notre quartier compte plus de 6029 avenues. C'est plus que certaines communes comme Kintambo ou Lingwala. Comme cette dame, elle est impuissante face à la progression de l'érosion et demeure dans son habitation malgré les risques. J'ai abandonné ma maison pour construire cet hangar. Mais avec la progression de l'érosion, mes petits-fils ont dû aller se réfugier chez le voisin. Il convient de noter que la problématique des têtes d'érosion dans la ville-province de Kinshasa reste une pilule amère pour l'autorité urbaine. La population du quartier Bumba demeure à ces jours abandonnée malgré plusieurs démarches menées auprès des autorités municipales.
Dans un autre registre, pour la première fois, la République démocratique du Congo s'invite sur la scène du football international en s'associant à l'AC Milan. À travers un partenariat stratégique validé en Conseil des ministres, la RDC entend promouvoir son image à l'échelle mondiale, favoriser son potentiel touristique et affirmer sa quête de paix en s'affichant fièrement sur les maillots du mythique club italien. Suivez. C'est une première historique. La République démocratique du Congo apparaîtra prochainement sur les maillots de l'AC Milan, l'un des clubs les plus prestigieux du football mondial. Ce partenariat stratégique, validé en Conseil des ministres, vise à repositionner l'image de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, notamment dans les domaines du tourisme. Portée par les ministères du tourisme, cette collaboration s'articule autour de deux slogans forts: explorer la RDC, cœur de l'Afrique, et paix en RDC, cœur de l'Afrique, qui figureront sur les maillots officiels du club lombard. L'objectif est de rompre avec la perception négative souvent associée à la RDC et de mettre en avant ses atouts: diversité culturelle, richesse culturelle, hospitalité et surtout sa quête de stabilité. C'est une opportunité historique de positionner notre pays comme une destination de découverte, de culture et de paix, a déclaré le ministre congolais du Tourisme, Didier Mpambia Musanga. À travers ces projets des nations branding, la République démocratique du Congo entre dans une nouvelle ère des diplomaties d'influence, utilisant le football comme un vecteur de communication globale. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres nations du continent. Que nous parlons du sport, en préparation du match tant attendu entre la RDC et le Sénégal, prévu le 5 septembre 2025 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, a annoncé la fermeture temporaire du stade de Martyrs à partir du 1er juillet prochain. Objectif, procéder à des travaux d'assainissement et des remises à niveau de l'enceinte sportive, notamment au niveau des vestiaires, des sanitaires, de la pelouse et de l'éclairage. Les détails avec Grady Ponti. Le stade de Martyrs, symbole du sport congolais, fermera ses portes à partir du 1er juillet 2025. L'annonce a été faite par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, au terme d'une visite d'inspection révélant l'état de dégradation avancé de l'enceinte. Les travaux porteront sur la réhabilitation des vestiaires, des tribunes, des installations sanitaires, ainsi que sur un nettoyage en profondeur. Un audit technique du système d'éclairage et de la pelouse est également prévu. Cette fermeture, bien que temporaire, s'inscrit dans une volonté affichée des autorités de redonner au sport congolais ses lettres de noblesse. Le ministère s'engage à un suivi strict du calendrier de travaux pour assurer la réouverture du stade dans les temps. Ce lifting intervient alors que la RDC s'apprête à affronter le Sénégal dans un match crucial pour les qualifications à la Coupe du Monde. Le stade modernisé devra incarner l'esprit de combat du peuple congolais et offrir au Léopard un cadre digne de ce nom. Vous aviez compris, nous sommes à l'international où le 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se tiendra au mois de juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces assises, la RDC prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale, succédant ainsi à l'Angola. Les détails avec Edouard Chama. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se prépare à accueillir le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'annonce a été faite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu lors de la 47e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 13 juin à Kolwezi dans la province du Lualaba. En prélude à ces assises, l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIRGEL, a été reçu à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa pour des échanges avec les autorités congolaises.
À l'issue du sommet, la RDC devrait prendre la présidence tournante de l'organisation, succédant à l'Angola qui la dirige depuis près de 4 ans. Ce sommet se tiendra dans un climat diplomatique tendu entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda, récemment retiré de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, accuse la RDC de manipuler cette organisation et de soutenir les FDLR tout en dénonçant les violations répétées de son territoire. Sous la pression conjointe de Kinshasa et de Bujumbura, Kigali a été écarté de la présidence tournante de la CAC. La CIRGEL, créée pour faire face à l'instabilité chronique de la région des Grands Lacs, regroupe 12 États membres, l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Kenya, la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Son cadre d'action repose sur les pactes sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, adoptés à Nairobi en 2006 et entrés en vigueur en 2008. Ces pactes comprennent 10 protocoles, 4 programmes d'action et 33 projets prioritaires visant à instaurer une paix durable, renforcer la sécurité et promouvoir les développements dans la région. Et pour finir, l'opposante rwandaise Victoire Ingabire, figure emblématique de la dissidence face au régime de Paul Kagame, a été arrêtée ce vendredi 20 juin 2025 à Kigali. Les autorités lui reprochent des faits d'association des malfaiteurs et d'incitation à l'opposition contre le gouvernement. Le détail dans ce commentaire d'Edouard Chama. L'opposante rwandaise Victoire Ingabire a été arrêtée ce vendredi 20 juin selon plusieurs sources concordantes. Cette figure emblématique de la contestation contre le régime de Paul Kagame est visée par une enquête pour l'association des malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Son interpellation intervient au lendemain de sa comparution à Kigali en tant que témoin dans un procès de 9 personnes accusées d'avoir diffusé les livres « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes » de l'auteur serbe Dja Popovic. Emmanuel prônant des stratégies non violentes de résistance au régime autoritaire. À 56 ans, Victoire Ingabire dirige le parti d'Alpha Omurinzi, non reconnu officiellement par les autorités. Lors de l'audience du 19 juin, elle a fermement rejeté tout lien avec le prévenu et dénoncé une tentative de criminalisation de ses opinions politiques. Déjà condamnée à 15 ans de prison en 2010, graciée en 2018, mais toujours interdite d'élection, Ingabire reste l'un des symboles de la résistance politique au Rwanda. Son arrestation soulève à nouveau des inquiétudes sur la répression de l'opposition dans un pays dirigé d'une main de fer par Paul Kagame, réélu en 2024 avec plus de 99% des voix. Dans un contexte régional instable et à quelques jours de la signature d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa, cette arrestation pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières rwandaises. Elle relève une fois de plus les limites de l'espace démocratique dans un Rwanda sous haute surveillance. C'est par cette note que nous mettons complètement fin à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.